Avant de commencer, ceci est l'épisode 6. Les épisodes précédents sont dans la playlist en description et les commentaires. I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the boy inside, get me in the bumpy road. I gotta move my body, move my body. Techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the boy inside, get me in the bumpy road. I gotta move my body. Su-Yan, énervé, commence à appeler à plus de puissance, surprenant ainsi Yang Kai, qui pense intérieurement que les attaques de sa sœur ont perdu leur intention de tuer, signifiant qu'elle souhaite probablement seulement lui donner une leçon. Il réalise que cette situation est parfaite pour tester son hypothèse, jugeant qu'elle est un adversaire infiniment meilleur que Sumu. De son côté, Sumu est réveillé par un grand bruit à l'extérieur. Il se lève et ouvre la porte pour voir ce qui se passe. À sa surprise, il découvre ses amis ainsi que le second ancien en train de regarder quelque chose. Curieux, il leur demande ce qu'ils observent et s'approche pour voir de plus près. Il aperçoit alors son compagnon et la sœur de celui-ci en plein combat. Su-Yan, la sœur de Sumu, dégage de plus en plus de puissance. Yang Kai se dit intérieurement qu'il voit bien que ce n'est pas quelque chose qu'il peut obtenir simplement en consommant des pilules. Sans lui laisser le temps de trop réfléchir, elle lui donne un coup au menton, l'envoyant en l'air. Voyant cela, Sumu se demande si son frère Yang a fait quelque chose pour mettre sa sœur en colère. Les spectateurs chuchotent entre eux, se demandant si elle se venge de quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Ils estiment que, connaissant la personnalité de Su-Yan, elle ne frapperait pas Yang Kai de cette manière sans raison. Sumu, observant la scène, s'écrie à l'attention de sa sœur que son frère Yang est une pauvre âme, suggérant que sa sœur est bien trop brutale. Su-Yan, le regardant, pense intérieurement qu'elle lui donne une leçon seulement parce qu'il l'a vue nue, se demandant comment elle est devenue la méchante dans cette histoire. Elle se tourne alors vers Yang Kai et lui donne une énorme gifle. Dans l'ombre, le second ancien observait le duel tandis que Yang Kai essayait de rester debout malgré les attaques. Le vieil homme se disait intérieurement que s'il réussissait à supporter cette épreuve, son avenir serait extraordinaire. Sumu, inquiet, avertit le vieil homme que si Su-Yan continuait de frapper Yang Kai, il finirait par mourir. Le vieil homme le rassura en disant que la petite Nan avait tout sous contrôle et qu'elle n'essayait pas de tuer Yang Kai. La puissance de ses attaques montrait clairement qu'elle n'avait pas l'intention de tuer. Cependant, cela restait très étrange. Pourquoi la petite Nyan combattrait-elle Yang Kai pour une raison aussi spécifique? Une nouvelle fois, Su-Yan donna un coup puissant à Yang Kai qui ne pouvait même pas se défendre. Après l'attaque, il fit plusieurs roulades et tomba au sol, toujours en garde. Les deux se regardèrent un moment et elle commençait à être vraiment agacée. Son visage peu amical reflétait la situation où tout le monde la regardait. Notre protagoniste, choqué, réalisa qu'elle le fixait car elle lançait une technique sur lui. Il devint littéralement un glaçon de protagoniste. Nan atterrit et marcha lentement vers lui. Le vieil homme, observant la scène, affirma que le jour où cette glace se briserait serait celui où il obtiendrait ce qu'il voulait. Sumu, ne comprenant pas, se demanda s'il devait regarder et le voir mourir gelé sans aider. Mais il ne pouvait rien faire. 3 jours passèrent rapidement. Notre protagoniste était toujours prisonnier de la glace, mais n'avait plus de blessures et se concentrait pacifiquement, même en étant un glaçon. Sumu et un figurant l'accompagnaient, bâillant après s'être réveillé. Choqué, Sumu remarqua des fissures dans la glace. Bientôt, notre protagoniste exerça encore plus de pouvoir et la glace commença à se briser complètement. Sumu cria que le frère Yang était en train de sortir et la glace explosa. Notre protagoniste apparut dans une pose berserk, exhalant de l'énergie. Il réfléchit qu'il avait enfin compris comment fonctionnait l'art secret du corps divin des os indestructibles. Se souvenant des situations où il se faisait toujours battre, il réalisa que, dans ces moments de désavantage, il pouvait augmenter sa force de manière significative. Il décida de nommer cela la persistance de l'orgueil absolu. Toutefois, d'autres secrets restèrent cachés dans cet art secret. Sumu l'appela et il sortit de ses pensées, le regardant de côté. Sumu arriva en demandant s'il allait bien, et notre protagoniste répondit que les blessures d'il y a quelques jours étaient guéries. Sumu le conseilla de mettre des vêtements, de peur que sa sœur ne le frappe à nouveau. Curieux, Sumu demanda pourquoi elle l'avait tant frappé ce jour-là. Notre protagoniste rit un peu,
expliquant qu'il y avait plusieurs raisons. Plus tard, les 4 étaient assis en train de boire du thé. Notre protagoniste demanda si le figurant les ennuyait encore, mais Sumu répondit que cette affaire était déjà réglée. Aucun des anciens ni personne du pavillon ne les poursuivrait. Notre protagoniste exprima sa gratitude envers le second ancien d'avoir étouffé l'affaire. Sumu précisa que cette fois, ce n'était pas grâce à son grand-père, mais au trésorier Meng du hall des contributions, qui l'avait le plus aidé. Réfléchissant, notre protagoniste se demanda pourquoi un vieil homme l'aurait aidé. Sumu expliqua que le trésorier Meng était apparu avec le médaillon de jade du chef du pavillon et un message, ce qui avait résolu l'affaire. Le trésorier Meng était vraiment mystérieux, et son grand-père avait dit que sa force était incommensurable. Pourquoi il s'était impliqué et comment il avait des connexions avec le chef du pavillon restait un mystère. Notre protagoniste supposa qu'il devait avoir des motifs cachés, mais cela ne changeait pas le fait qu'il l'avait aidé. Il devait le remercier et découvrir ce qu'il voulait d'eux. Sumu, souriant, dit qu'ils attendaient juste qu'il ne soit plus un petit glaçon pour le faire. Notre protagoniste se leva alors, décidant d'aller immédiatement au hall des contributions. Là-bas, le trésorier Meng, assis comme toujours, leur demanda s'ils étaient là pour le remercier. Sumu, notre protagoniste et un autre figurant acquiescèrent en s'inclinant. Agitant la main avec un regard de poisson mort, le trésorier Meng leur dit de prendre soin d'eux et demanda aux autres d'attendre dehors. Sumu se demanda si le trésorier s'était impliqué dans cette affaire à cause de notre protagoniste. Ce dernier décida d'aller droit au but, demandant ce que le trésorier voulait de lui. Le vieil homme, se levant, lui retourna la question. En sueur et choqué, notre protagoniste avoua qu'il n'en avait aucune idée, pensant qu'il ne serait pas en train de demander s'il savait. S'approchant, le vieil homme annonça qu'il avait une question à poser en premier. Notre protagoniste lui demanda quelle question. Avec un air sérieux, le vieil homme lui demanda s'il était encore vierge. Choqué, notre protagoniste recula rapidement, s'exclamant d'attendre et demandant ce que cela signifiait. L'ancien homme sombre s'adressa à Yang Kai, affirmant qu'il savait qu'il était un homme reconnaissant. Choqué, notre protagoniste rétorqua en demandant de quel genre de gratitude il parlait, lui ordonnant de partir. Le vieil homme expliqua qu'il avait besoin d'une petite aide de sa part cette fois-ci. Déterminé, Yang Kai refusa catégoriquement. Les mains croisées, le vieil homme le réprimanda pour son ingratitude, rappelant qu'il lui avait sauvé la vie et demandant comment il pouvait être traité de la sorte. Perdant patience, Yang Kai menaça de le démolir s'il le touchait, exigeant de savoir ce qu'il voulait. Le vieil homme observa Yang Kai, réfléchissant en silence avant de lui demander s'il avait déjà eu une expérience avec une fille, insistant sur l'importance de la question. Gêné, Yang Kai avoua que non. Heureux, le vieil homme trouva cela impressionnant et l'encouragea en levant le pouce. Perplexe, Yang Kai demanda ce que cela signifiait. Le trésorier Meng expliqua que si Yang Kai ne parvenait pas à accomplir la tâche, personne ne le pourrait, ajoutant qu'il avait passé son test. Yang Kai se demanda s'il y avait d'autres tests. Le vieil homme répondit que oui, mais que tout dépendait d'elle, révélant que quelques mois auparavant, il avait trouvé des personnes qualifiées, mais qu'elle n'avait pas acceptées. Le vieil homme invita alors Yang Kai à la suivre, expliquant qu'il devait la trouver et que si elle l'acceptait, ce serait parfait, sinon, il n'y aurait rien à faire. Ils marchèrent dans un escalier et arrivèrent au gouffre indigent. Yang Kai demanda pourquoi ils étaient venus là. Le vieil homme pointa une ombre de fille, demandant à Yang Kai de regarder. Le protagoniste reconnut alors la fille qu'il aidait toujours et se demanda si c'était elle qu'il devait aider. Meng confirma et heureux, Yang Kai s'engagea à faire tout ce qu'il pouvait pour l'aider. En s'approchant, la fille le regarda et s'éloigna, toute rouge. Elle expliqua qu'elle était là pour s'occuper des fruits, craignant que quelqu'un ne vienne les prendre en son absence. Les arbres étaient remplis de fruits et elle sortit un flacon, disant qu'elle avait condensé leur essence en pilules. Prenant le flacon, Yang Kai réfléchit à pourquoi elle s'occupait des fruits triple yang tout ce temps, réalisant qu'elle l'avait aidé ce jour-là. Il la remercia, tout lumineux, tandis qu'elle le regardait heureuse. Brisant l'atmosphère, le vieil homme Meng les interpella. Rouge de gêne, la fille l'appela maître. Le vieil homme expliqua que c'était sa disciple et demanda à Yang Kai ce qu'il voulait faire. Choqué, Yang Kai rappela que c'était Meng qui avait demandé son aide. Le vieil homme demanda alors à la fille si cela pouvait être lui. Gênée, elle réfléchit.
Le vieil homme déclara qu'il manquait de temps et qu'il devrait être lui. En sueur, Yang Kai réfléchit à la situation étrange. Mang expliqua que certaines personnes naissaient avec des types de corps différents et des capacités uniques. Intrigué, Yang Kai demanda si c'était le cas de Chia. Le vieil homme confirma, expliquant que le corps de Ning Sheng était un de ces rares cas, avec une chance de moins d'1 sur 1 million. Yang Kai se considéra chanceux de l'avoir trouvé et demanda quelle était sa capacité. Le vieil homme réfléchit en silence avant de regarder l'arbre et demander à sa disciple de prendre quelques fruits pour une démonstration. Marchant vers l'arbre, elle prit les pilules et se concentra, faisant briller la pilule d'une énergie forte. Les fruits devinrent des coques vides et s'évaporèrent avec le vent. La fille pointa vers le gouffre, absorbant l'énergie yang dans sa main, la canalisant et joignant ses mains, transformant l'énergie des fruits en une pilule. Yang Kai demanda si elle avait fait ces pilules aussi. Toute rouge, elle les lui offrit. Souriant, Yang Kai déclara que si elle les vendait, la vallée royale des pilules ferait faillite. Il se tourna alors vers l'ancien, demandant comment on appelait ce type de corps. Le trésorier Meng répondit que c'était le corps médicinal sacré. Yang Kai commenta qu'il semblait spécialisé dans la production de pilules. Le vieil homme affirma qu'il avait raison. Une personne avec un tel corps ne naissait que tous les 1000 ans. Il expliqua que ces individus étaient essentiellement des chaudrons médicinaux humains et que, en avalant des pilules, leur corps n'était pas affecté par le poison résiduel. La disciple avait déjà cultivé pendant 5 ans et était au sommet du domaine de la fusion de Qi. Notre protagoniste pensa qu'atteindre ce niveau en si peu de temps signifiait que si sa cultivation n'était pas supprimée, elle serait encore plus forte que Suyu. Le vieil homme ajouta que sans suppression de la cultivation de Qi, elle aurait sûrement déjà atteint le domaine du fondement pur. Cette fois-ci, elle essaierait d'avancer vers ce domaine, mais pour cela, elle devait absorber le nectar du Ninin pendant sa création, une tâche qu'elle ne pouvait accomplir seule. Se désignant, notre protagoniste demanda si c'était là qu'il intervenait. Le vieil homme expliqua que la création du nectar du Ninin était extrêmement bénéfique pour la construction véritable de la base du fondement pur, et que, sans cela, il n'aurait jamais supprimé sa cultivation. La formation du nectar du Ninin possédait quelques traces de conscience propre, et seuls ceux qui cultivaient le Qi Yang pur pouvaient le contrôler, d'où son besoin de Yang Kai. Notre protagoniste demanda ce qu'il devait faire exactement, irritant le vieil homme qui répondit qu'il le saurait en temps voulu. Soufflant, notre protagoniste accepta de garder les secrets du vieil homme et demanda où il devait obtenir cela. Le vieil homme répondit que dans les montagnes Blackwind, il y avait un endroit où il était possible de rassembler du Ninin. Le 7 juillet, le Qi Yang serait partout, permettant au nectar du Ninin d'apparaître en absorbant tout le Qi environnant. Réalisant qu'il ne restait que 10 jours, notre protagoniste pensa que le temps était court. Le vieil homme suggéra de partir le plus tôt possible, avertissant que perdre un jour signifierait attendre une année supplémentaire. Notre protagoniste déclara qu'il était libre et pouvait partir quand il voulait. Le vieil homme lui demanda de le rejoindre dans 2 jours au hall des contributions, et notre protagoniste confirma avant de s'en aller. Le vieil homme demanda alors à sa disciple si elle était sûre de sa décision, lui offrant une chance de reconsidérer. Toute rouge, elle répondit qu'elle ne le détestait pas ou quoi que ce soit. 2 jours plus tard, nous voyons notre protagoniste cultiver dans sa cabane. L'énergie autour de lui était incroyablement forte, et il avait condensé plus de 40 gouttes de fluide yang, estimant que cela suffirait pour le voyage. Ayant également atteint la 4e couche du fondement initial, il se rendit tôt le matin devant le hall des contributions, bâillant. La porte s'ouvrit, laissant sortir la fille qui le salua, surprise de le voir déjà là. Fermant tout, notre protagoniste se demanda où était le trésorier Meng. Choquée par quelque chose, elle expliqua que son ancienne blessure l'avait de nouveau gêné hier, et qu'il devait se rétablir, mais qu'il ne pourrait pas les accompagner. Le protagoniste proposa d'attendre son rétablissement, trouvant étrange que la sœur ne soit pas habituée à mentir et se demandant ce qui s'était passé. Complètement choquée, elle insista qu'il n'était pas nécessaire d'attendre, car elle connaissait l'endroit et le maître avait dit qu'il n'était pas nécessaire d'attendre. Voyant qu'il n'y avait rien à faire, notre protagoniste accepta. Rayonnante, elle déclara compter sur lui. Peu de temps après, ils partirent à cheval. Nous voyons le trésorier Meng, enivré, pensant à Petite Sheng et murmurant qu'il devait repartir, tout bête, endormi à une table de salon.
quelqu'un se préparait pour une journée d'entraînement lorsqu'un autre arriva en criant que Yang Kai venait de quitter le pavillon céleste. Intrigué, le gars demanda s'il était seul, et l'autre répondit que non. Il était parti avec quelqu'un du hall sombre appelé Xia Ningsheng. Le gars se rappela connaître Xia Ningsheng, dont la force était au même niveau que la sienne, mais qui n'était pas une disciple centrale et entourée de mystères. Voyant une opportunité pour se venger, il décida d'agir. Le chef du pavillon disciplinaire demanda où ils allaient, et le gars répondit qu'il n'en avait aucune idée, mais que cela semblait loin du pavillon. Le gars ordonna de trouver quelques frères de confiance au moins au domaine de la fusion de Qi pour faire un voyage. L'autre lui rappela les ordres stricts du premier ancien de ne pas déranger Yang Kai depuis le dernier incident. Réfléchissant, le gars reconnut la vérité, mais ayant une idée, il se demanda s'il pouvait contourner cette restriction. Un des gars suggéra que quelqu'un d'autre pourrait faire le travail pour eux. Intrigué, le chef lui demanda de s'expliquer. L'homme expliqua alors qu'il avait entendu dire que Long Rui, le petit-fils du vice-leader de la société sanguinaire, recherchait Yang Kai. Le chef du pavillon disciplinaire, réfléchissant, se demanda pourquoi le petit-fils de Long Zitan, un cultivateur du domaine du flux de Qi, chercherait Yang Kai. L'autre répondit que la relation entre Yang Kai et Umi se développait, ce qui avait poussé Long Rui à annoncer qu'il recherchait la tête de Yang Kai. Heureux de cette opportunité, le chef décida de donner à Long Rui ce qu'il voulait, mais avertit de la présence de Xia Ningsheng, qui était au sommet du domaine de la fusion de Qi et ne devait pas être sous-estimé. Plus tard, un observateur surveillait déjà notre protagoniste et la fille. Un rouquin, Noma N. Leng, était à la première couche du domaine du flux de Qi. Vérifiant, il demanda s'il était certain que c'était Yang Kai. Le gars aux cheveux bruns confirma que Sheng, S. Fang et Nutan n'avaient pas prévu de lui donner une leçon, mais ne sont jamais revenus. Choqué, Noma ordonna de le suivre, déterminé à découvrir où se trouvait le corps de son frère. Pendant ce temps, notre protagoniste commença à poser des questions à la fille sur l'ancienne blessure du trésorier Meng. Nerveuse, elle assura que c'était vrai et qu'elle ne mentirait pas. Yang Kai, perplexe, demanda s'il y avait une autre raison pour laquelle il ne pouvait pas les accompagner. Rouge de gêne, la fille resta silencieuse. Soudain, elle fit galoper son cheval plus vite, laissant notre protagoniste surpris par sa nervosité, pensant qu'il serait difficile d'insister davantage. 3 jours plus tard, les chevaux se reposaient et la fille réfléchissait dans sa chambre. Elle se sentait mal de l'avoir à peine parlé pendant le voyage, bien qu'il l'aidât beaucoup. Habituée à l'observer dans l'ombre, elle se retrouvait désemparée maintenant qu'ils étaient ensemble. Décidée à lui parler, elle hésita devant la porte de sa chambre, craignant qu'il ne veuille pas parler ou qu'il soit irrité. Finalement, elle retira sa main, manquant de courage pour entamer la conversation. Notre protagoniste méditait dans sa chambre, réfléchissant sur le fait que les os indestructibles de son corps divin pouvaient absorber tous les types d'énergie, accélérant ainsi sa cultivation. Ailleurs, un figurant assistait à une réunion de conspirateurs méprisables. Un des hommes se demandait quand ils allaient agir, car Yang Kai se trouvait dans une auberge. Le maître, Rin Fenshen, à la 5e couche du fondement pur, répondit qu'il n'y avait pas besoin de se presser. Ils avaient 6 cultivateurs dans le domaine de la fusion de Qi, sans compter lui-même. Il estimait que personne ne saurait ce qui s'était passé là. Un des hommes, impatient, demanda pourquoi attendre, exprimant sa colère contre Yang Kai et son intention de lui faire goûter à sa propre médecine. Il se demanda aussi pourquoi ils avaient dévoyagé jusqu'ici. L'autre suggéra qu'ils allaient peut-être à la montagne Blackwind, à la recherche d'un trésor de classe divine. Le crétin, confus, remarqua que beaucoup allaient à la montagne, mais revenaient les mains vides. L'homme expliqua que leur présence signifiait qu'il s'avère quelque chose sur le trésor, proposant de les attendre pour tendre une embuscade. Comprenant finalement, le crétin se réjouit de la possibilité d'obtenir un trésor, en plus de se débarrasser de Yang Kai. Flatté, il décida de les laisser en vie quelques jours de plus pour augmenter leurs gains. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte et entra pour murmurer quelque chose à l'oreille du maître. Ce dernier comprit et décida de laisser les autres venir avec eux pour éviter qu'ils ne perturbent leur plan. Le figurant, curieux, demanda ce qui se passait. Le maître révéla que leur groupe n'était pas le seul à traquer Yang Kai, surprenant le figurant en lui révélant qu'il y avait effectivement quelqu'un d'autre.
Le gars expliqua que le manoir de la tempête allait directement attaquer, mais semblait ignorer la force de la fille qui accompagnait Yang Kai. À ce moment-là, ils ouvrirent la porte, révélant le rouquin qui surveillait notre protagoniste, traîné par terre. Choqué, il demanda si l'homme était Long Rui de la Société Sanguinaire, ce que l'autre confirma en demandant si on le connaissait. Mal à l'aise, le rouquin reconnut qu'il était bien le descendant du vieux maître Long. Le figurant, voyant une opportunité, demanda pourquoi il poursuivait Yang Kai. Tout content, le rouquin expliqua qu'il suspectait simplement Yang Kai d'être derrière la disparition de son jeune frère, et si cela déplaisait à Long Rui, il retournerait immédiatement au manoir de la tempête, sans toucher à Yang Kai. Le figurant, furieux, cria que le rouquin protégeait Yang Kai. Ce dernier répondit qu'il n'était pas ami avec lui et se demanda pourquoi il intervenait. Le messager intervint, expliquant que Long Rui sauvait leur vie, car bien que le niveau de cultivation de Yang Kai soit bas, la fille qui l'accompagnait était au sommet du domaine de la fusion de Qi. Comprenant la gravité de la situation, le figurant commença à transpirer et, tombant à genoux, remercia Long Rui de leur avoir sauvé la vie. Le gars exprima sa satisfaction de voir qu'ils comprenaient la situation, expliquant qu'il était venu pour éliminer Yang Kai, mais que leurs actions imprudentes l'avaient presque alerté. La tête contre le sol, le figurant demanda pardon, avouant leur ignorance. Les deux figurants se regardèrent en silence, réfléchissant à la proposition de Long Rui. Le gars suggéra de partager le même objectif et de les rejoindre pour peut-être découvrir ce qui était arrivé aux frères du rouquin. Tout content, ce dernier s'engagea à suivre tous les commandements de Long Rui. Le gars les invita à retourner se reposer pour se rencontrer le lendemain, et les trois qui le suivaient approuvèrent et partirent. Curieux, le figurant demanda pourquoi inclure ces déchets dans le groupe. L'autre répondit que la montagne était remplie de dangers et que ces idiots jetables seraient utiles pour ouvrir la voie. Le figurant, impressionné, reconnut la ruse de l'autre, appréciant sa stratégie. Le maître exprima sa satisfaction, tout en soulignant qu'il devrait éviter les problèmes avec Xianing ou l'éliminer complètement sans laisser de traces. Quelques jours plus tard, notre protagoniste, tout fatigué et essuyant la sueur, se retrouva aux abords de la montagne. Il reconnut qu'ils avaient survécu grâce à la sœur. Elle arriva, suggérant qu'ils se reposent un peu. La lune montait dans le ciel et notre protagoniste, assis avec elle sur une branche d'arbre, réfléchit qu'il s'était rapproché d'elle ces derniers jours. Notant une sacoche entre eux, il demanda ce qu'elle contenait. Elle expliqua que la sacoche renfermait les matériaux nécessaires pour absorber le nectar Ninan pendant sa formation, ajoutant que ce nectar devait être absorbé dans les 2 heures sous peine de disparaître. Notre protagoniste comprit la situation. Elle demanda si elle pouvait poser une question. Détendu, notre protagoniste trouvait cela une coïncidence, car il voulait également poser une question. Ils se mirent d'accord pour répondre sincèrement. Toute douce, elle demanda d'abord pourquoi il avait accepté d'aider immédiatement après avoir su que c'était pour elle. Gênée, elle ajouta que son maître soupçonnait des intentions cachées chez lui et lui avait demandé de faire attention. Se grattant la tête, notre protagoniste se demanda quel genre de personne son maître pensait-il qu'il était, avant d'expliquer pourquoi il avait accepté sans hésiter. Tout lumineux, il montra un flacon, révélant que c'était à cause de la crème coagulante qu'elle lui avait donnée ce jour-là. Choquée, elle réalisa que c'était bien le flacon de crème. Cela s'était passé vers le chapitre 5, lorsque Yang Kai avait subi une raclée. Elle l'avait traîné sous un arbre et lui avait laissé un remède pour qu'il guérisse avant qu'il n'aille mieux. En regardant le flacon, notre protagoniste se rappela que c'était le premier flacon de crème coagulante sanguine que sa sœur lui avait donné en 3 ans au pavillon. C'était la première fois que quelqu'un se souciait de lui, et cela l'avait poussé à vouloir rendre la gentillesse. La fille, toute mignonne, lui demanda comment il avait su, étant sûr qu'il était inconscient ce jour-là. Il expliqua qu'il était possible de reconnaître une demoiselle par son odeur, et son parfum était assez unique, encore perceptible dans le flacon. Choquée et gênée, elle l'invita à poser une question à son tour. Allant droit au but, notre protagoniste demanda pourquoi le trésorier Meng n'était pas venu, suspectant qu'il n'avait pas de vieilles blessures. Gênée, elle avoua l'avoir drogué, ce qui le choqua et le fit rire. Frappant doucement, elle lui reprocha de rire, expliquant qu'il lui avait dit de ne pas l'accompagner et qu'elle n'avait pas eu le choix. Tout en réfléchissant à la situation, la fille, gênée, pensa que cela ressemblait à une querelle de couple.
S'éloignant en sautillant, elle annonça qu'elle allait se reposer, laissant notre protagoniste perplexe derrière elle. Le deuxième jour, ils continuaient leur marche vers leur destination. L'ombre d'un grand monstre apparut dans la forêt, et notre protagoniste pensa que cela devait être dû à des artefacts qu'ils avaient pu éviter les animaux des environs, estimant qu'il s'agissait de quelque chose de très rare ou de haute classe. À ce moment-là, il ressentit une réaction de la source de Yang, indiquant la proximité de trésors. Regardant la fille, puis de l'autre côté, il réfléchit et leur proposa de faire un petit détour. Bien qu'elle protesta légèrement, il commença à marcher dans cette direction. Après un petit moment, ils arrivèrent à la source de la réaction, découvrant plusieurs fleurs brillantes d'énergie Yang. La force de cette énergie était identique à celle du fruit triple Yang. Arrachant quelques fleurs, il les montra à la fille, qui identifia les fleurs comme étant la fleur royale solaire, un matériau de grade inférieur de la classe Terre. Réfléchissant à leur valeur, il décida de les garder pour l'instant, préférant avancer rapidement vers leur destination. La fille accepta. Le temps passa rapidement et, quelques jours plus tard, ils atteignirent une falaise. Notre protagoniste observa que l'endroit ne semblait pas avoir quelque chose de spécial. La fille expliqua que ce n'était pas encore l'heure et que son maître lui avait dit qu'elle devait absorber le nectar de Ninin au moment de sa création, à cet endroit, le 7 juillet. Notre protagoniste demanda pourquoi son maître avait changé d'avis et comment ils allaient absorber le nectar. Rouge de gêne, elle expliqua qu'il restait encore 2 jours et qu'elle lui dirait quoi faire à ce moment-là. Elle précisa qu'elle devait faire quelques préparatifs à proximité, demandant à notre protagoniste d'attendre ici. Pendant ce temps, ailleurs, dans la forêt ensoleillée, le groupe de figurants était complètement blessé après avoir tué un Digimon. Réfléchissant à leur perte, le petit-fils du vice-leader de la secte ordonna d'arrêter de jouer et de continuer. Un rouquin, voyant les disciples de la société sanguinaire les utiliser clairement, réalisa qu'il était trop tard pour reculer. L'un d'eux demanda s'il devait continuer la poursuite, craignant que les pertes n'augmentent et se demandant qui assumerait la responsabilité si leur grand-père les interrogeait. Le figurant réfléchit et estima qu'ils étaient presque là, se préparant à attaquer. Il cria alors à tous de se préparer, exprimant son impatience d'obtenir le trésor divin et sa fascination pour la beauté de la fille, incitant à attaquer. Un autre essaya de le calmer, soulignant qu'il n'avait probablement pas encore trouvé le trésor et promettant que la fille ne s'enfuirait pas, appelant à un peu de patience. Le pervers accepta de patienter encore 2 jours, précisant que s'il ne se passait rien d'ici là, ils attaqueraient. Le figurant pensa alors que ce porc irrécupérable ne pensait qu'aux femmes, doutant qu'il évolue dans le futur. 2 jours plus tard, pendant la nuit, la fille revint, annonçant son retour. Notre protagoniste l'accueillit, observant que son apparence montrait que les préparatifs avaient dû être fatigants. La fille s'assit en position de méditation, expliquant qu'elle devait d'abord se rétablir et qu'il devait capturer le nectar de Ninin entre minuit et le lever du soleil, sous peine de le voir disparaître. Notre protagoniste accepta simplement et se rétablit rapidement. Soupirant, elle prit son courage à 2 mains et demanda à notre protagoniste de rester près d'elle, car elle ne pouvait pas se permettre de gaspiller le Qi Yang. Il acquiesça. À ce moment-là, une énergie étrange convergea autour d'eux, émettant un bourdonnement. Notre protagoniste remarqua que le Qi Yang devenait plus fort et plus dense, créant un bouclier d'énergie Yang autour de lui. La petite main de la fille le tira rapidement près d'elle, expliquant que le pendentif de jade pouvait les protéger du Qi Yang. Notre protagoniste réfléchit à la valeur de ce pendentif, se demandant combien d'artefacts de haut grade la sœur pouvait posséder. Elle lui demanda ce qu'il regardait. Embarrassé, il répondit qu'il pensait qu'il valait mieux s'en aller. Elle le serra rapidement dans ses bras, criant qu'il pouvait rester à côté d'elle. Gêné, il demanda pourquoi. Bégayant, elle expliqua que son Qi Yang était important et qu'il ne pouvait pas le gaspiller. Notre protagoniste trouva cette demande raisonnable, se demandant pourquoi elle était si nerveuse. Il réalisa qu'il pouvait sentir les battements de cœur rapides de la sœur, ressemblant à un tambour. Elle ajouta qu'il devait utiliser son Qi Yang pour capturer le nectar de Ninin et que ce serait un désastre s'il ne restait pas avec elle. Ailleurs, les figurants étaient au bord du précipice, se demandant si le groupe avait réussi à atteindre leur objectif. Le maître Rin estima que ce phénomène ne se produisait que lors de l'apparition d'un trésor divin.
et qu'il devait agir. Un des hommes, impatient, proposa d'entrer immédiatement, de finir avec Yang Kai d'abord et de trouver ensuite un moyen d'obtenir le trésor. Embarrassé, le figurant acquiesça et les incita à avancer. Le pervers, pensant à sa vengeance contre Yang Kai, décida de partir à la poursuite de notre protagoniste. Observant les intrus, la fille se demanda pourquoi ils étaient là. Notre protagoniste devina qu'ils n'étaient pas venus de manière amicale et suggéra d'attendre un peu quelque part. Elle acquiesça. À ce moment-là, un figurant apparut devant eux, tentant de s'échapper. La fille avertit notre protagoniste que cette personne était dans le domaine du fondement pur. Encerclé, notre protagoniste demanda leur identité, et le figurant déclara être sa mort. Le pervers, bavant, remarqua la beauté de la fille, estimant que le voyage en valait la peine. Dégoûtée, elle se cacha derrière notre protagoniste, dont la poitrine toucha son dos, le faisant réfléchir. Il devina que les ennemis avaient quelque chose contre eux. Le figurant, Long Rui, expliqua être le petit-fils du vice-leader de la société sanguinaire, Long Zantan, et rappela à Yang Kai qu'il n'avait pas pensé aux conséquences en draguant Ryu. Un autre, Nuntal, accusa Yang Kai d'être impliqué dans la disparition de son jeune frère et de Sheng Zanfang. En sueur, notre protagoniste ne s'attendait pas à voir ces deux-là venir le chercher en tant qu'ennemi, admettant qu'il avait causé des problèmes à sa sœur. Il demanda à la fille de ne pas s'inquiéter pour lui et de trouver une chance de fuir seul. Le figurant sombre lui assura que sa mort était certaine et que la femme derrière lui deviendrait son jouet. Le figurant, avant d'être voyant tué. L'opportunité, Notre protagoniste pour en finir se avec retourna elle, alors, accusant prit notre la protagoniste fille de et la jeta naïveté. loin, lui criant de partir. Boom. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. Merci énormément à Mouradi pour ton don PayPal. Cela aide beaucoup à continuer cette aventure. À bientôt pour le prochain épisode. Et ciao. I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno inside, getting